Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver ce midi. Enfin, je dis retrouver, ça fait un petit moment. Je vous ai envoyé quelques vidéos depuis le début de la pandémie pour vous dire un peu comment on travaillait, ce qu'on faisait. Par contre, avec le temps, ce que j'ai réalisé, c'est qu'une vidéo, ben, c'est en quelque sorte unilatéral et ça permet peut-être un peu moins des échanges. Donc, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de vous présenter depuis la semaine du 27 avril jusqu'à aujourd'hui le travail qu'on a réalisé au niveau de l'association pour vous, auprès de l'équipe sous-ministérielle, du cabinet, évidemment, du ministre. Donc, avant de débuter, il y a des petites consignes administratives que je voudrais vous formuler. D'abord, pour faciliter le déroulement du webinaire, on vous invite à conserver votre caméra et votre microphone fermés. Utilisez la fonction converser pour poser vos questions ou demander le droit de parole. Pour demander le droit de parole, on vous demande d'utiliser l'acronyme DDP et merci de vous identifier, donc votre nom et votre commission scolaire. La façon dont ce que je vous propose ce midi, dont j'ai l'intention de fonctionner, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire un exposé qui va aller de semaine en semaine, le travail qu'on a fait. Et à la fin de chaque semaine, si vous avez des questions, bien, vous pourrez les exprimer. Sinon, à la fin, on aura une période de questions un peu plus formelle, je dirais. Donc, soyez bien à votre aise là, pour faciliter les échanges. Au niveau des droits de parole, au fur et à mesure, là, Louise va me donner vos noms. Donc, je vous disais que je poursuis aujourd'hui un double objectif. Donc, vous présenter le travail qu'on a fait, mais aussi échanger avec vous. Et je voudrais vous dire aussi avant de débuter, et je vais vous le redire à la fin, s'il y a des enjeux particuliers dont on n'a pas traité au cours des dernières semaines et dont on devrait traiter dans les semaines à venir, je vous invite à communiquer avec vos présidences de CP, sinon avec moi. La façon dont on a fonctionné au cours des dernières semaines, presque dire les derniers mois, c'est que j'ai travaillé étroitement avec vos présidences de CP et vos conseils de CP. Donc, souvent, j'interpellais vos présidences qui, elles, allaient au niveau du conseil pour prendre le pouls ou encore prendre des informations pour que par la suite, je relaie ça, soit du côté de l'équipe sous-ministérielle, du cabinet ou du ministre lui-même. Donc, c'est la façon dont on a fonctionné. Et donc, si vous avez cette impression qu'on n'a peut-être pas traité de certains de vos enjeux plus spécifiques ou particuliers, ben, faites-nous signe par l'entremise de vos présidences de CP ou si vous jugez opportun directement à moi. On va donc débuter par la semaine du 27 avril. Cette semaine-là, c'est la semaine où le premier ministre a réannoncé l'ouverture des écoles dans les zones froides. Donc, on a eu une rencontre, on en avait eu dans la semaine précédente avec le sous-ministre adjoint aux politiques et aux relations du travail pour tous les enjeux de ressources humaines. Les enjeux de ressources humaines en avril, ça a été très fort. Donc, pour tout ce qui concerne les affectations, le personnel ayant travaillé dans le réseau de la santé, les services de garde d'urgence, les ratios pour les services de garde, la tâche enseignant, les règles d'exemption, refus de travailler, contrat des enseignants AFP et les services pour les élèves HDA. Dans cette semaine-là aussi, on a eu 2 rencontres avec le ministre et les partenaires. Alors, quand je dis les partenaires, j'entends les associations de direction d'établissement et la DGEX, de même que les parents. Donc, les enjeux sur le retour en classe. Donc, le transport. À cette époque, souvenez-vous, il y avait toute la question du personnel qui avait 60 ans et plus, la protection des conducteurs, discipline de proximité, désinfection des véhicules, écoles privées, les contrats avec les écoles privées, est-ce qu'on les honore dans la mesure où on est moins capable de mettre des élèves dans les autobus, berlines et taxis, les équipements de protection individuelle. Pour l'AFP, la mobilité des élèves d'une région à une autre. On se souviendra qu'il y avait des régions qui étaient plus confinées que d'autres fin avril. FGA, l'ouverture des salles d'examen, des laboratoires de sciences et passation de tests d'équivalence. En TI, le déploiement des 15 000 appareils. Approvisionnement, tout ce qui a trait aux normes d'approvisionnement, désinfection, nettoyage. Pour le secrétariat général, on se souviendra que fin avril, le ministre a annoncé le report de certaines dispositions du projet de loi 40. Donc, il y a eu cet aspect-là à traiter. Service éducatif, bulletin pour la 3e étape, le caractère obligatoire d'enseignement à distance. Donc, c'est ce qu'on a traité
cette semaine-là. Par la suite, dans la semaine du 4 mai, c'était une semaine où on a eu plusieurs rencontres avec le ministre et le cabinet, en fait le cabinet 4, le ministre 1, toujours avec les partenaires, et c'était pour faire un monitoring là, de l'opération rentrée de la semaine suivante. Donc, comment ça allait? Les inscriptions, profil des élèves, dépassement de la tâche enseignante là, au niveau des RH, les exemptions 60 ans et plus, toujours RH, transport, le manque de direction en FP et en FGA pour tout ce qui a trait au financement, stage en entreprise, milieu de la santé, port du masque, les approvisionnements aussi, modalités, difficultés de coûts, parce que les coûts étaient fortement en hausse, ils le sont toujours d'ailleurs, avec Collecto, comment ça fonctionne, les préoccupations face au nouveau centre d'acquisition gouvernementale. On a abordé aussi cette semaine-là la nécessité de rassurer les parents du Québec. Donc, on se situe dans la semaine précédant l'entrée et on sentait que ça se faisait un peu moins. Les services éducatifs, comment on procède, l'évaluation, les intentions éducatives pour les 6 semaines à venir, le suivi pour les élèves qui ne fréquenteront pas, le choix des parents à la semaine. Souvenez-vous de cet aspect-là des choses qui pouvaient poser de grandes difficultés à l'organisation scolaire. Les savoirs essentiels et matières prioritaires, obligations pour les élèves ayant des plans d'intervention, l'incapacité de donner des services éducatifs par rapport à l'obligation de scolarisation, on envisageait cette possibilité-là. Les finances, les problématiques d'allocation pour les dépenses supplémentaires, reddition de compte pour les coûts de pandémie. On se souviendra qu'à cette époque-là, il y avait un questionnaire à compléter pour le 18 mai, donc on leur a dit que c'était pas possible. Et en plus, que les directions d'établissement travaillaient pour le retour en classe. Un remboursement pour les frais chargés aux parents également ont été abordés cette semaine-là. Donc voilà pour cette semaine du 4 mai. Du côté maintenant de la semaine du 11 mai, on a eu 3 rencontres ministres, cabinets et sous-ministres. Cette semaine-là était une semaine de remise en question parce qu'on avait certaines insatisfactions face à la table MES partenaire qu'on a habituellement, mais qui, depuis la pandémie, n'a pas siégé. L'autre aspect aussi, c'est qu'ils ont mis dans les semaines précédentes, aux alentours du 20 avril, des comités ad hoc, mais des comités pour réfléchir à la rentrée, à la vie scolaire, aux services éducatifs, au RH. Donc, il y a eu ces comités-là. Certains ont siégé plus assidûment que d'autres. Certains ont cessé de siéger, puis on ne nous l'a pas dit. Donc, on a mentionné un peu nos insatisfactions à cet égard-là. Les finances aussi, on a posé les questions des règles budgétaires 2021, on les a eues subséquemment, mais on commençait à pousser là, dans cette semaine-là. On l'avait fait aussi dans les semaines précédentes. Taxes scolaires, nécessité d'avoir les grandes lignes en matière de finances, reddition de comptes sur les pertes de revenus, économie et coûts supplémentaires. En TI, il y a eu cette semaine-là la mise sur pied de 4 comités, connectivité, équipement techno, plateformes et services éducatifs. On a eu aussi pas mal de monitoring sur les services éducatifs, donc l'enseignement à distance, la formation du personnel versus aussi la convention collective, le manque de clarté pour l'évaluation et la sanction, le nombre élevé de plateformes technologiques à supporter et pour les parents également. L'AFP et la FGA dans la communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Joliette, on disait que les élèves non sanctionnés et l'accès au collégial, il y a une injustice versus les élèves de la FGA qui auraient pu débuter leur collégial, mais à qui on refusait là, de faire leurs examens. Alors ça, on a soulevé ça à maintes reprises. Pardon, la nécessité de penser à la rentrée à cette époque-là. On avait glissé un mot aussi en disant, là, la rentrée, il va falloir commencer à penser à ça sous divers angles, mais notamment toute la question de l'hygiène, des approvisionnements, stratégie d'acquisition de matériel. Pour les ressources matérielles, les budgets d'entretien débloqués, on parlait il y a quelques semaines là, de tout ce qui a trait au monoxyde de carbone, plomb dans l'eau, les allègements administratifs pour les projets d'infrastructure dont on a entendu parler la semaine dernière. Donc, on a abordé pas mal cet aspect-là des choses. Louise, avant que je poursuive, je ne sais pas s'il y a des questions, si ça va. Ça va? Okay. La semaine du 19 mai, alors ça, c'est la semaine du retour du congé de la fête de l'art. On a eu une rencontre avec le ministre et le cabinet et c'est lors de cette rencontre-là que le ministre nous a présenté son plan de retour pour la rentrée.
Et il nous a donné, je vous dirais, l'équivalent d'un petit 72 heures ouvrable pour réagir. Donc, ce qu'on a fait, comme je vous le disais précédemment, il y a une chose que je ne vous ai pas précisée, c'est que toutes les rencontres que j'ai eues, elles ont toujours été précédées selon les enjeux qui étaient abordés, avec des communications avec vos présidents ECP. Alors, quand ça concernait les finances, c'était avec le président des finances, les APRO, les ressources matérielles, la FP-FGA, services éducatifs et secrétariats généraux, donc tous les autres, j'ai toujours validé au préalable certains enjeux ou certaines préoccupations pour m'assurer que je livrais le bon message, que comme association, on avait le bon message et le bon positionnement aussi. Donc, dans la semaine du 25 mai, la fin de la semaine du 18 mai, on a réfléchi au plan de retour avec vos présidents ECP, qu'on a déposé ensuite dans la semaine du 25 mai. Et dans la semaine du 25 mai, on a donc eu une rencontre avec les sous-ministres pour déposer notre plan et nos scénarios. Alors ça, c'était le mardi 26 probablement. Et on a eu également une rencontre avec le ministre et le cabinet concernant ce que le ministre avait ramassé l'ensemble des commentaires de tout le monde. Et là, on avait un retour sur les points de convergence et sur ce vers quoi là, il semblait se diriger. Donc, à ce moment-là, ce qui nous a signifié, c'est qu'un scénario de retour le plus possible à temps plein était ce que les acteurs du réseau souhaitaient. Ceci étant dit, on vous a envoyé le tableau avec nos commentaires pour les deux scénarios. Donc, ils ont défini une partie, là, calendrier et horaire, services d'encadrement pédagogique, les services éducatifs, par exemple, la clientèle avec besoins particuliers, l'évaluation des apprentissages, etc., l'organisation des repas, les programmes spécifiques, les services de garde, conciergerie et mesures sanitaires, transport scolaire, ressources humaines. Alors, on est intervenu dans tous ces dossiers-là et je vais prendre peut-être les 5 messages ou 5, 6, 7 messages les plus importants qu'on a livrés dans le cadre du retour à la rentrée. D'abord, première des choses, pour ceux qui sont plus près des conseils d'établissement ou des services éducatifs, on leur a dit que le conseil d'établissement approuve les modalités d'application du régime pédagogique, la grille horaire et les programmes pédagogiques particuliers. Alors, le scénario B, qui est le scénario du retour à temps partiel, pourrait avoir un impact important sur les responsabilités du conseil d'établissement. Parce que là, évidemment, le conseil d'établissement se trouve à approuver certains aspects qui ne sont pas prévus au régime pédagogique. Par exemple, si on a un retour à temps partiel, il est clair qu'on se trouve être en quelque sorte illégal, je peux m'exprimer ici, là, par rapport aux façons de faire habituelles. En ce qui a trait à l'organisation scolaire, un des messages qu'on a livré, c'est faire un horaire, confectionner un horaire au secondaire, c'est très complexe et il est très important que la décision du ministre et de la santé publique quant au scénario qui va être choisi, c'est important qu'il se fasse le plus rapidement possible pour vous permettre par la suite d'opérationnaliser. Ça, c'était notre deuxième message, je vous dirais, là, qui est le plus important. Au niveau des, pas le plus important, là, mais parmi les plus importants. Un autre message très important, l'enseignement à distance dans le scénario du retour à temps partiel. On est moins à l'aise avec ça parce que sur le plan des services éducatifs, il accroît les possibilités de décrochage. Donc, ça, on a livré ce message-là. Et les enjeux de l'enseignement à distance, on les a abordés également sous l'angle du perfectionnement du personnel. Et on les a abordés sous l'angle non seulement du perfectionnement du personnel jeune, mais aussi du personnel FP-FGA, parce qu'en FP-FGA, les enseignants sont moins issus de la filière pédagogique. Donc, important pour l'enseignement à distance de bien former les enseignants dans ce secteur-là. Un autre aspect qui a également été soulevé concernant la clientèle avec besoins particuliers, les élèves vulnérables, faire attention les balises pour la priorisation des élèves à besoins particuliers doivent être bien établies pour éviter la contestation de parents qui souhaiteraient la présence de leur enfant en classe. Il a été question dans ces semaines-là de peut-être prioriser la clientèle en présentiel pour avoir les élèves vulnérables en classe. Maintenant, on a apporté cette petite mise en garde-là en disant qu'il faut être prudent parce que peut-être des enfants, des parents qui vont dire « moi, vous ouvrez l'école, je veux que mon enfant soit à l'école ». Donc, il faut faire attention à cet aspect-là des choses.
Maintenant, pour ce qui concerne la FP et la FGA, dans le scénario où, je vous demande pardon, dans le scénario où les élèves entreraient à temps partiel, on a demandé que les formations à présentiel pour les clientèles IS et ISP, c'est les insertions et la francisation, de même que les métiers semi-spécialisés, soient en présentiel. On a demandé également de la souplesse pour le financement de ces élèves-là au niveau de Service Québec et du Midi. Puis on a insisté sur le fait qu'il doit y avoir minimalement 15 heures semaine pour ces élèves-là, pour les prêts et bourses. Et de considérer dans un scénario de retour à temps partiel le fait que plusieurs de ces élèves-là ont des enfants qui sont d'âge scolaire. Et ces enfants-là, s'ils sont à temps partiel, ça pourrait leur poser des problèmes à eux également. Pour éviter l'engorgement en septembre, aussi prévoir de terminer les cohortes en cours d'été. Alors, ça, on comprend là, que ça a été autorisé. Et les formations technopédagogiques, comme je le mentionnais précédemment, là, pour les enseignants en FP et FGA. Pour tout ce qui a trait aux aspects de conciergerie de mesures sanitaires, on a été très précis, mais au terme de cette présentation-ci, je vous dirais qu'il y a un autre comité qui a été formé avec sous-ministre adjoint pour ces enjeux-là. Alors, je vous reviens là-dessus. Pour le transport, on a été très, je vous dirais, on a détaillé énormément sur les avantages et inconvénients des deux scénarios. Mais évidemment, pour le transport, ce qui conditionne le plus, ce sont les normes de distanciation. Donc, tant et aussi longtemps que pour la prochaine année scolaire, les normes ne sont pas déterminées. Alors, c'est-à-dire 2 mètres. Il était question, présentement, c'est 2 mètres. Il était question d'1 mètre aussi. Il sera peut-être également question de dire qu'il n'y a plus de mesure de distanciation. On est en attente là-dessus. Donc, évidemment, c'est un impact important pour le transport. Alors, on a travaillé là également pour le transport. Il y a un comité qui a été mis en place dans lequel les enjeux plus spécifiques de ce secteur-là ont été discutés là, la semaine dernière et la semaine précédente. Et du côté du transport, on a fait ressortir que les élèves, par exemple, de l'île de Montréal qui prennent le transport en commun ne sont pas sujets à des normes de distanciation, alors que les élèves du secondaire dans le transport écolier le sont. Alors, il y a là pour nous une certaine incohérence. On insistait aussi un peu plus tôt dans notre démarche, là, plus en avril, sur l'importance de reprendre des chantiers de construction rapidement. J'ai fait référence dans quelques vidéos que je vous ai présentées. Alors ça aussi, là, ça a débloqué. Ce sur quoi on a insisté beaucoup, c'est de prévoir, parce qu'on considérait qu'il y avait 2 scénarios, mais il n'y avait pas un scénario où tout le monde était confiné à nouveau. Et on lui a dit, il est important de prévoir ce qu'il faut au niveau des TI, notamment, puis la formation du personnel, si on devait à nouveau être confiné. Donc ça, c'est un des messages, je vous dirais, c'est peut-être le message le plus important qu'on a véhiculé dans le cadre de cette contestation-là. On lui a dit, on n'a peut-être pas été parmi les meilleurs pour ce qui a trait à l'enseignement à distance au niveau des provinces canadiennes en mars et avril. On a le droit à l'erreur une fois, mais là, si ça se reproduit une deuxième fois, il faut être prêt. Puis on vous le dit pour vous, pour votre crédibilité, mais aussi pour nos membres qui vont soutenir par la suite l'ensemble du personnel puis les parents. Alors, il faut travailler ce scénario-là. Donc, on a travaillé, on a mentionné ça, là, disons, assez fermement au ministre. Et on a terminé avec toutes les considérations liées aux finances, toutes les mesures budgétaires qui sont nécessaires de débloquer pour pallier aux dépenses supplémentaires liées à la COVID. Donc, que ce soit le personnel de soutien supplémentaire, les portables aux élèves, les bandes passantes, les mises au niveau de serveurs, le financement des modifications pour les autobus, par exemple, et j'en passe, et j'en passe. Donc, on a abordé ces aspects-là pour le secteur des finances. Et je vous dirais donc que c'est, je vous dirais, la consultation qui risque d'être une consultation qui risque d'être assez déterminante. On sait que les autorités du ministère discutent présentement avec la direction de la santé publique. On leur a demandé d'avoir des nouvelles ou des directives le plus tôt possible, au plus tard la mi-juin, ce qui voudrait dire à la fin de cette semaine ou au tout début de la semaine prochaine pour nous permettre de travailler évidemment avec des balises claires. Je vois qu'il y a des questions tout doucement.
Francis Bélanger, je suis directeur des TI. Avez-vous? Là, ça a disparu. Donc, avez-vous de l'information supplémentaire concernant l'implantation de la plateforme Moodle dans le réseau? C'est un sondage Grix. Comment a été choisie cette plateforme? Qui a été consulté? La multiplication des plateformes Moodle, G Suite et Microsoft 365 et plus va créer de la confusion et des problèmes d'implantation dans les centres de services scolaires et au niveau du personnel, des parents et des élèves. Je vais avoir une réponse plutôt générale pour vous, Francis, parce que on a travaillé avec les membres de votre CP, mais on s'est rendu compte que dans les choix de plateformes, on sait qu'il y en a plusieurs, là, tant Teams que Zoom, Google, vous me parlez de Moodle maintenant, on le savait, mais on comprend qu'il y a aussi des choix qui ont été faits dans chaque milieu. On a avancé dans notre réponse au questionnaire que la plateforme Zoom pourrait peut-être être la plus intéressante. Et là, certaines commissions scolaires, certains de vos collègues nous ont dit « Oh, faites attention, notre Zoom, on a eu des difficultés. Nous, on préfère une autre plateforme. » Donc, il y a des éléments sur lesquels on ne pouvait pas avoir un consensus. Donc, on n'est pas intervenu. Et pour cette plateforme-là, plus spécifiquement, là, je n'ai pas personnellement été interpellé là-dessus. Donc, il faudrait que je fasse un petit peu de recherche pour répondre plus spécifiquement à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Louise? Pas pour le moment. Pas pour le moment, c'est beau. La semaine dernière, maintenant, pardon, à nouveau, semaine du 1er juin. Alors, c'est une semaine où on a eu, et vous l'avez vu aussi, là, plusieurs directives là, dans la semaine la fin de la semaine du, bougez pas, la fin de la semaine du 25 mai, c'est ça. Alors, on a eu des directives 28-29, 1er juin, et là, je vous dirais que ça a été un peu plus difficile. Ça a été une semaine plus difficile là, sur le plan de nos relations avec le cabinet puis le ministre. Pas juste nous, mais l'ensemble des partenaires. Dans notre histoire associative, c'est la première fois que je voyais certains d'entre vous un peu plus, disons, qui adhèrent moins et il y a un mouvement de fatigue, ça on l'a bien senti. Et ce qui a donc mené de notre côté la lettre que je vous ai transmise concernant plus spécifiquement les camps pédagogiques. Dans le cas de notre association, on n'a pas été consulté là-dessus. Et donc, j'ai été obligé de ramener en leur disant vous nous avez consulté sur bien des choses, mais vous ne nous avez pas consulté là-dessus. Et les camps pédagogiques, il y a des aspects qui sont liés non seulement à la pédagogie dans une école, mais aussi la pédagogie liée aux services éducatifs, mais aussi le transport, mais aussi les TI, mais aussi les RH, puis les ressources matérielles, parce que dans les régions, la région de Montréal, par exemple, où il n'y a pas d'élèves, on a entamé des travaux dans les écoles, dans les cours d'école. Et donc, on ne pouvait pas mettre en place des camps pédagogiques, puis vous ne nous avez pas parlé de ça. Donc, on a rectifié le tir avec eux, on a réaligné les choses, puis on s'est parlé, là, ça se passe bien. Du côté des directions d'établissement, on a préféré aller un peu plus de façon publique, je dirais. Nous, c'est une approche là, qui, pour nous, je vous dirais, on y va plus à une approche de travail avec le ministre, le cabinet, l'équipe sous-ministérielle. Quand on sent qu'en bout de piste, on n'est pas entendu, ben, on pourrait considérer les médias, mais je vous dirais que globalement, les médias, on ne règle pas des problèmes devant un micro. On règle les problèmes en arrière-scène. Et c'est donc ce qu'on a fait là, dans le cas de la semaine dernière en ce qui a trait au camp pédagogique. Donc, voilà. Je vois que Lisa Caron, Louis, je vais te laisser me lire parce que moi, j'ai seulement une petite partie qui apparaît. Oui, pas de problème. Alors, Mme Caron dit la FGA est toujours en attente de consignes pour les cours d'été. FAD versus présentiel pour le financement, etc. Le ministre nous a dit que ça y est, pour les cours d'été à FGA, j'entends, là, le ministre nous a confirmé de vive voix que ça pourrait aller, puis il nous a dit je vais vous envoyer ça. Il nous a dit ça la semaine dernière, mais je constate là, que vous ne l'avez pas reçu. Donc, Lisa, je prends note de votre commentaire.
Et je vais faire le suivi cet après-midi là, en disant qu'on est en attente et que l'été est tout près, là, un petit 2 semaines, et ça y est, on est rendu. Alors, je fais le suivi. Alors, écoutez, je poursuivrai avec votre période de questions en vous disant qu'on poursuit cette semaine. J'ai fait référence tout à l'heure au fait qu'il y avait un comité qui a été mis en place en la semaine du 25 mai, plus spécifiquement pour TI, pour ressources matérielles, approvisionnement et transport. Et ça, c'est un comité qui a été mis en place. On a travaillé avec le sous-ministre adjoint qui est responsable TI et les aspects matériels, là. On a eu 3 rencontres pour bien identifier si on avait un scénario où tous les élèves étaient confinés pour un certain temps l'an prochain, qu'est-ce que ça prendrait au niveau des TI? Puis, au niveau également, pour un retour à temps partiel ou à temps plein, de tout ce qui est nécessaire au niveau des produits, des contrats d'entretien, la conciergerie, puis d'examiner aussi tous les aspects relatifs au transport. Donc, on a soumis des recommandations au ministre vendredi après-midi. Il était là avec vos présidents de CP que je viens de nommer. Et, bon, le ministre a posé quelques questions, entre autres, pour les gens des TI. Ce qu'il nous disait, c'est mais comment se fait-il que vous n'avez pas nécessairement les données juste pour les besoins des parents en portable ou encore en Chromebook? Alors, on est obligé de lui répondre qu'au moment où les parents ont complété le sondage, on était en avril et on avait une conception donnée de ce qui était l'enseignement à distance, qui était 2-3 heures par jour. Mais là, avec 2-3 enfants à la maison, si c'est à temps plein, bien là, les choses pourraient être différentes, de sorte que les besoins pourraient être plus élevés. Donc, on lui a mentionné ça. Donc, on a répondu à ces questions et ce que j'ai dit, ce matin, on a eu une rencontre avec le ministre et je lui ai dit que cette façon de faire-là était une bonne façon parce que ça permettait au terrain d'être bien impliqué, puis d'être plus partie aux décisions. Ce que nous avions moins été au niveau des camps pédagogiques là, pour les CP qui sont plus concernés, là, et que j'ai mentionné tout à l'heure, entre autres, là, RH et services éducatifs, RM également. Donc, on essaie là, de réaligner les choses. On voit que le ministre veut réaligner les choses pour éviter les sorties qu'on fait d'autres associations, là, puis il y en a une dans le devoir en fin de semaine, là, pour éviter ça, parce que à chaque fois que le ministre perd de la crédibilité, mais moi, c'est ce que je lui ai dit ce matin, nous perdons de la crédibilité aussi. Le réseau perd de la crédibilité et on ne veut pas ça. Mais ce qu'on lui a dit, c'est qu'il faut convenir d'une bonne façon pour communiquer ensemble. Et il nous apparaît inacceptable en tant que cadre que nos patrons, les DG, apprennent des choses dans les médias. Et donc, la ligne de communication qu'on a toujours suivie, c'est les DG sont informés, par la suite, ils nous informent. Moi, comme association, quand j'ai de l'information qui est plus privilégiée, bien souvent elle est confidentielle. Puis quand je l'ai, puis que je pourrais vous la donner, je ne le fais pas par respect pour vos DG, pour éviter qu'il y ait du court-circuitage, pour éviter qu'il y ait de l'irrespect face à la DGEX, puis face à vos DG. Donc, on a toujours procédé comme ça. Je sais que ce n'est pas toujours le cas pour d'autres associations. Vous avez peut-être entendu « Ah oui, il paraît que, etc. » Moi, je n'ai jamais rien laissé filtrer. Je pense que c'est comme ça qu'on bâtit des relations de confiance avec un ministre, avec un cabinet, puis une équipe sous-ministérielle également, avec nos partenaires, là, les DG en particulier, puis les directions d'établissement également. Je vois qu'il y a quelques questions. Louise, alors je t'écoute. Alors, Éric Lavoie demande, est-ce que le ministre va vous présenter son plan final de la rentrée avant de le rendre public? C'est ce qu'on lui a demandé ce matin. C'est ce qu'on lui a demandé ce matin, mais moi, j'ai insisté sur le fait que s'il nous en informe, nous, les associations, il est clair, Éric, que eux, dans leur processus de communication, puis ça leur appartient, craignent les fuites. Alors, vous savez un peu comment les journalistes sont, hein? Évidemment, il faut qu'il y ait toujours la dernière nouveauté, la dernière nouvelle, le plus rapide. Alors, ils se disent toujours, nous, on ne veut pas être court-circuité, par exemple, avant une conférence de presse ou avant le fait qu'on l'annonce. Donc, nous autres, ce qu'on leur a dit, c'est de trouver une façon de nous informer de ça. Alors, au moins, puis que les DG le soient, puis que vous le soyez, parce qu'il y a toujours la ligne, nous comme association, mais les DG versus vous dans le cadre de votre travail, dans votre organisation.
Donc, il faut qu'on soit à tout le moins informé quelques minutes ou une quinzaine de minutes, le temps que ça percole un peu dans le réseau, avant d'aller dans les médias. C'est sûr que pour eux, il y a toujours les craintes de fuite, puis le ministre veut annoncer. Puis chaque ministre a son style, donc ça, on doit composer avec ça. Mais on a insisté et soyez assurés de ça à quelques reprises, le fait que pour qu'il y ait adhésion dans les projets du ministre ou les préoccupations du ministre, puis pour qu'on opérationnalise, bien, il faut aussi que ce soit le reflet du terrain. Et là, je pense qu'il a bien compris. Merci. Alors, on a aussi Mme Turcotte de la commission scolaire de Charlevoix. Elle demande, en tout cas, en fait, c'est ses préoccupations, là, la commission scolaire de Charlevoix, enseignement en présentiel. Nous aurons besoin de flexibilité au niveau de la tâche enseignante, comme pas de 1 sur 1000 à payer si plus de présence par élève. Là, je paraphrase, je ne suis pas sûre que je comprends vraiment. L'enseignement à distance aussi, encadrement et exigences précis pour que tous les enseignants offrent un enseignement équivalent. Oui, Geneviève, j'espère que vous allez bien. Alors, ça a été mentionné déjà, cet aspect-là, la semaine dernière, puis aussi dans les semaines précédentes lors de la consultation. Parce que cet aspect-là de flexibilité avec le retour en classe dans les zones froides, ça s'est présenté, on y a réfléchi, on a soumis la problématique. On a eu des rencontres aussi au préalable là, entre Sandra Coulombe, qui est la présidente de votre CP, et Éric Bergeron, là, qui est le sous-ministre adjoint aux relations du travail, politique et aux relations du travail. Donc, on l'a mentionné déjà. Alors, on espère bien que ça va se traduire par quelque chose sur le plan plus national, là, parce qu'évidemment, sur un plan local, là, c'est un petit peu plus complexe là, et on voudrait avoir quelque chose qui est plus national là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Alors, pour les semaines, pour les 2-3 semaines à venir, là, je vous dirais qu'on continue de suivre ça de très, très près. Nos relations sont étroites. Et comme je vous le mentionnais en introduction, si vous avez des préoccupations, des enjeux dans vos secteurs d'activité particuliers, peut-être en discuter avec la présidence de votre CP. Et si vous jugez opportun, là, pour diverses raisons, tout ça, de communiquer directement avec moi, il n'y a pas de problème. Évidemment, je ne peux pas, dans l'état actuel des choses, vous promettre un retour dans l'heure, même dans la journée, là, mais en vertu de notre politique sur le service à la clientèle, normalement, dans un 24 à 48 heures, on va bien. J'ai un autre commentaire, Jean-François, de Mme Chèvrefils, aussi à Charlevoix. Oui. Il faudrait rappeler au ministre que les conférences de presse ne sont pas un outil devant être utilisé pour informer son réseau. Oui. Oui, effectivement, ça s'inscrit, France, là, dans le contexte ou dans la lignée de ce qu'on a mentionné. Je l'ai mentionné très spécifiquement ce matin. Ce matin, on avait une rencontre là, pour faire un peu le point sur la semaine dernière. Et c'est ce qu'on lui a mentionné. Parce que la semaine dernière, là, il y a 2 d'entre vous, j'ai peut-être eu là, à la réaction des camps pédagogiques, quelques-uns, 8, 9 qui ont réagi à ça. Et 2 d'entre vous m'ont indiqué qu'ils trouvaient fort désolant que les plus générales, là, c'était pas nécessairement lié au camp pédagogique, mais depuis le début de la pandémie, que les directeurs généraux apprennent par les médias des informations là, relatives à certaines directives ou autres. Et donc, dans la chaîne de communication, il y a quelque chose à resserrer. On comprend l'aspect politique des choses, on comprend, comme je le mentionnais plus tôt, l'aspect des fuites, mais on comprend aussi le respect du réseau. Alors, c'est ce que je lui ai mentionné ce matin. D'autres commentaires, questions? Pas pour le moment. C'est beau. Ça va. Alors, on poursuit. Je vous dirais que le plan de match pour les prochains jours, c'est évidemment avoir le plan de retour pour la rentrée pour vous permettre là, de travailler le plus rapidement possible. Donc, on pousse là-dessus. On comprend que la mi-juin est le moment là, qui est visé. Et on continue de suivre aussi s'il y avait des problématiques majeures, plus spécifiques, que ce soit au niveau des approvisionnements, des ressources matérielles, des ressources humaines, des finances, FPFGA, tout ça, là, tous les secteurs que l'on couvre, les aspects juridiques.
S'il y a quelques problèmes que ce soit, vous nous faites signe. La relation avec l'équipe sous-ministérielle, le cabinet des ministres, elle est très bonne parce que malgré la tourmente de la semaine dernière, malgré la lettre que j'ai écrite, on a quand même su véhiculer un message qui est quand même percutant, mais respectueux. Donc, on a toujours, je vous dirais, on a toujours un statut très professionnel, mais on lui a quand même signifié le fait que la coupe est pleine. Alors, voilà. Alors, ça irait. Oups. Est-ce qu'il y en a d'autres, Louise? Non. Ah oui. Martine Tourigny, du Centre de services scolaires des Bois-Francs. Il est fort désagréable que les directives concernant la rémunération en transport aient été acheminées à la FTA avant les CSS, excusez-moi. Il est très, pour être sûr. Oui, c'est fort désagréable que les directives concernant la rémunération en transport aient été acheminées à la FTA. Je pense que c'est la Fédération des transporteurs d'autobus, je crois, avant les centres de services scolaires. J'en prends bonne note, Mme Tourigny. Je ne veux pas les défendre. Puis, c'est sûr qu'eux autres, pour travailler avec eux, ils ont je dirais, leur difficulté de communication entre eux. Les choses vont très vite. Là. Ça, je vais dire ça pour eux, à leur décharge. Mais vous avez entièrement raison et on a insisté là-dessus sur l'ensemble des messages en disant, mais ça nous est adressé. Ça nous est adressé, nous, les cadres, dans ce cas-ci, les cadres au niveau du transport. Comment se fait-il qu'on n'est pas au courant de ça? Donc, on voit que le ministre chemine beaucoup parce que dans le discours public, il parle des directions, il parle un peu plus des directions générales, puis des cadres. On l'observe. Puis je pense que dans notre notoriété ou notre influence, on a fait un très gros saut depuis le 12 mars. Parce que le ministre, souvenez-vous qu'il y a toujours eu un a priori très favorable pour les directions d'établissement. Pour les cadres et les directeurs généraux, un peu moins parce qu'on fait partie de ce qu'il appelait les commissions scolaires. Mais sincèrement, je pense que notre capacité d'influencer s'est accrue considérablement au cours des 2 derniers mois et demi, 3 derniers mois. Et on va continuer de le faire, mais c'est sûr qu'ils ont parfois des réflexes un petit peu plus direction d'établissement, puis parfois, dans ce cas-ci, c'est même pas direction d'établissement, mais ça a été probablement une demande de la Fédération, et ils n'ont pas pensé nous en informer à tout le moins en même temps. Donc, c'est vrai. Alors, je vais le noter, puis je vais leur dire. Si vous avez, pour quelque raison que ce soit, l'impression que on ne communique pas tout à fait suffisamment avec vous. Je l'ai fait par vidéo. On a l'Informe à QCS qui est plutôt hebdomadaire là, depuis la pandémie. Si vous avez besoin de webinaire, faites-moi signe. Parce que la beauté du webinaire, puis dans toute la rapidité d'action que ça a nécessité au cours des dernières semaines, j'ai fait des petites vidéos, on vous a informé par notre voie traditionnelle, notre canal traditionnel qui est l'Informe à QCS. Mais ça ne permet pas des échanges bilatéraux. C'est plutôt unilatéral. Je n'aime pas le terme unilatéral, mais c'est dans son sens où on communique vers vous. Et j'ai peut-être un petit peu moins d'informations de vous. Alors, si éventuellement vous souhaitiez ou vous dénotiez là, que sur le plan de la communication, vous souhaitiez qu'on fasse les choses un peu différemment ou qu'on en fasse davantage, ou là, on essaie de bien mesurer notre niveau d'optimalité, mais faites-nous signe. Et la même chose pour la défense de vos préoccupations. Là, faites-nous signe là, également. Là, je mentionnais par vos commissions professionnelles. Et si vous souhaitez le faire directement auprès de moi, là, faites-le également. Ça me fera infiniment plaisir. Je vois... C'est Mme Noël, Marie-Josée, qui te remercie pour ton travail remarquable. C'est beau. On n'est pas... merci Marie-Josée. On n'est pas évidemment parfait. Tout comme vous, a fallu battre les sentiers pour la pandémie. Il a fallu retrouver un nouveau positionnement.
Un positionnement aussi qu'on veut retrouver pour votre l'offre de service. Peut-être pas au niveau des relations du travail parce qu'il y a un petit peu moins d'impact, mais au niveau du développement professionnel, si on n'est pas en mesure de faire du développement professionnel en présentiel, il va falloir en faire différemment pour vous. Donc, on est en repositionnement là aussi. En termes d'affaires publiques et gouvernementales, c'est sûr qu'il y a eu un repositionnement très, très rapide où les canaux habituels, d'abord l'équipe sous-ministérielle, puis ensuite le cabinet des ministres, tout a été chambardé. Alors, ça a été vraiment plus, je dirais, politique là, au cours des derniers 2 mois. On n'a pas eu le choix de s'adapter. C'est sûr qu'avec 2400 membres, on fonctionne, Dieu merci, que je les ai, les commissions professionnelles, là, parce que ça me permet d'avoir le pouls de la présidence avec vos membres de conseil de CP, parce qu'autrement, ça serait difficile pour moi d'avoir une bonne représentation. On a pensé aussi à des questionnaires, des sondages. On ne l'a pas fait. Pour certaines situations, ça pourrait, là, il va falloir l'examiner, être intéressant, mais c'est factuel. Hein, ça donne une donnée qui, vite dans le temps, est moins bonne, mais ça donne c'est un coup de sonde, ça donne un factuel, ça permet moins l'échange, la discussion, mais il y aura peut-être ça aussi auquel il faudra changer. Alors, je ne vous dis pas qu'on va le faire spécifiquement. Il faut trouver en même temps un juste milieu. Du côté de l'AFP et de la FGA, il y a eu quelques sondages au début là, du côté de la TREAC. Et là, il fallait trouver aussi là, une façon juste de vous sonder, mais de ne pas être trop envahissant non plus, compte tenu des efforts que ça exige pour vous aussi dans le cadre de votre travail, là, la COVID. Alors voilà. On a encore de beaux commentaires, Jean-François. Monsieur Prudhomme, Benoît, les communications de l'OQCS sont grandement appréciées. Merci à toute l'équipe. Et Monsieur Dion, donc, qui dit qu'il est d'accord avec les beaux commentaires. On ne lâche pas. C'est beau. Alors, on ne lâchera pas. Et s'il y avait quoi que ce soit là, en termes de préoccupation ou d'enjeux, levez la main plus tôt que tard parce que c'est toujours plus facile d'intervenir en amont que plus tardivement. On essaie d'être aussi le reflet de ce que sont vos points de vue, vos préoccupations aussi, là. Dans le cas de certaines CP, notamment la FP et la FGA, on a travaillé plus en conseil de CP. On a fait des teams. On a fait plusieurs collèges de CP. Mais dans le cas de cette CP-là, on a jugé bon de le faire avec l'ensemble des membres de votre conseil. Alors, si pour d'autres commissions professionnelles, il fallait le faire avec l'ensemble des membres de votre conseil de CP, on le fera, il n'y a pas de problème. Et merci infini à Louise Trudel là, qui s'occupe de toute la technologie au bureau et qui nous permet d'être à jour là, pour bien communiquer avec vous. Puis à Josée Saint-Hilaire qui est toujours inventive, créative là, pour dire bon, qu'est-ce que nos membres pourraient avoir besoin? Une petite vidéo, par exemple, un petit... on le fait avec Geneviève des Hôtels, par exemple, à 2 reprises. On le fait aussi avec notre ami éthicien dont le nom m'échappe. Alors, toujours créative, inventive. Si vous avez des suggestions en matière de communication, faites-le là également là, pour nous assurer qu'on vous atteint bien. Alors, merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, si pour quelque raison que ce soit, il y avait des questions que vous n'avez pas soumises, go, faites-le. Puis demain, il y en a un autre webinaire. Alors, si vous souhaitez participer, ça va me faire plaisir de m'adresser à vous. Merci à vous tous.